Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi à la Maison du Jouet Rustique, un lieu privilégié pour les rencontres organisées par la bibliothèque de Pujol. Et c'est un honneur cet après-midi de recevoir Philippe Baquet, qui va nous parler de son livre, Un nouvel or noir, publié au mois de mai aux éditions Agone, et avec qui on va évoquer la vaste question du pillage des objets d'art en Afrique. Donc, avant qu'on débute, je voudrais déjà te remercier, Philippe, d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. D'être parmi nous cet après-midi. Je voudrais également remercier la librairie L'Ivresse, qui est comme toujours partenaire des rencontres organisées par la bibliothèque et auprès de qui vous pourrez acheter, si vous le voulez, le livre de Philippe. Je voudrais aussi remercier le cinéma Utopie de Saint-Livrade, qui est représenté par Alex cet après-midi, pour vous dire que voilà, le cinéma de Saint-Livrade s'associe à cette rencontre à 19h. Donc après la rencontre, vous aurez le temps de faire une pause, d'aller boire un verre, de souffler. À 19h, il y aura au cinéma la projection du film Les statues meurent aussi, un film de Chris Marker et Alain Resnais qui date des années 50, qui à l'époque avait été censuré. Et donc on prolongera la rencontre avec Philippe en sa présence toujours au cinéma avec la projection du film Les statues meurent aussi, avec une séance à 4 €. Donc pour les personnes que ça intéresse, il y aura une deuxième partie d'après-midi, de début de soirée. Et puis vous remercier, vous, d'être présent cet après-midi pour assister à cette rencontre. Donc moi j'ai prévu, vous le savez, comme toujours, beaucoup de questions pour Philippe après la lecture de son livre. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions à intervenir. Alors on prévoira aussi à la fin un temps pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis je vais vous demander, s'il vous plaît, de mettre sur silencieux vos téléphones portables ou de les éteindre, mais au moins de les mettre en silencieux pour qu'on ne soit pas coupé par des sons parasites. Avant qu'on débute, est-ce que tu veux nous dire un petit mot comme ça, en introduction? Non, parce qu'il y a tellement de choses à dire que c'est difficile. Ouais. Enfin, merci en tout cas d'être là, de vous intéresser à ce sujet. On en a beaucoup parlé en 2017, à l'occasion du discours de M. Macron en Afrique, qui a évoqué la question de la restitution. Voilà, mais c'est un sujet le pillage, bon là, avec le discours d'Emmanuel Macron ne concernait que les objets pillés lors des expéditions militaires à la fin du XIXe siècle, donc comme si on a peu évoqué les autres périodes, mais le pillage ne s'est pas arrêté à la fin du XIXe, ne s'est pas arrêté avec le colonialisme, et continue encore aujourd'hui de plus belle. Et voilà, moi, ce livre, je l'ai commencé, mais on va y revenir, c'est un long travail de 30 ans. C'est lié à un parcours personnel, et c'est voilà, à l'occasion d'un tournage au Burkina Faso. Et voilà, j'ai commencé à vouloir déconstruire un peu ce qui se passait autour de ces objets, de toute cette vision coloniale, qui est très bien évoquée dans le film Les statues meurent aussi. Et puis voilà, c'était un long travail et je suis très content qu'il aboutisse à ce livre qui déconstruit un peu aussi tout ce qui a été dit autour des restitutions. Et voilà. Merci en tout cas. On va revenir longuement sur tous ces sujets. Ma première question, pour commencer, c'est tout simple. C'est l'intérêt de faire une rencontre en présentiel, comme on dit maintenant, c'est de pouvoir faire déjà connaissance avec toi. Est-ce que tu peux nous parler finalement de ton parcours, de tes activités de journaliste, éventuellement de tes précédents livres, nous parler un petit peu de ta trajectoire? C'est un peu compliqué de parler de soi-même, mais c'est vrai que moi le journalisme, je l'ai envisagé très vite comme un outil. Je ne me suis jamais identifié à la profession des journalistes. Et encore aujourd'hui, j'ai très peu d'amis dans ce milieu. Pour moi, c'est un outil pour connaître le monde,
et essayer à ma mesure de le changer. Et c'était toujours lié à des parcours, des rencontres, à des histoires personnelles, c'est toujours lié un peu à ma propre existence. Et donc ça m'a amené dans tout un tas de domaines, ce serait tellement compliqué à évoquer. Alors j'écris encore, je suis collaborateur du Monde diplomatique depuis 30 ans. J'écris à peu près un article tous les ans, des fois deux, des fois voilà, mais depuis 30 ans je collabore avec le Monde diplomatique, qui est pour moi une référence parce que c'est un des rares journaux, une des rares revues d'enquête qui donne les moyens de faire des enquêtes et qui donne la place pour les restituer. En plus, c'est traduit en beaucoup de langues. C'est une visibilité. Chaque fois qu'on écrit pour le Monde diplomatique, il y a une visibilité du travail qui est assuré. J'ai fait pas mal de films documentaires, une dizaine, un film de fiction, et tous ces films documentaires partaient pareil de préoccupations personnelles, beaucoup sur l'Afrique. Voilà, le destin. J'ai commencé mon travail dans le journalisme entre guillemets en Amérique latine parce que j'étais fasciné par ce qui se passait en Amérique latine, au Nicaragua et ailleurs. Et puis en fait, le destin m'a toujours amené à l'Afrique parce que je suis lié. Voilà ce que j'explique dans la préface de mon livre, que c'est pas anodin. J'essaie toujours de comprendre pourquoi on s'intéresse à un sujet. Il y a toujours une raison plus ou moins inconsciente. Moi, c'est vrai que mon père, qui aurait pu être mon grand-père, a été, comment dire, coupeur de bois au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, on peut dire, il a participé au colonialisme, à la destruction de la forêt et à la reproduction de la violence et de la domination coloniale. C'était en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire. Et donc, enfin, dans ce qui est devenu la Côte d'Ivoire. Oui, voilà, c'était dans les années, lui, il était dans les années 30. Et puis j'ai lu un livre d'Albert Londres, qui est quelqu'un de très important dans le monde du journalisme, puisque le prix le plus prestigieux du journalisme porte son nom. Il a écrit un livre qui s'appelle Bois d'ébène, qui se passe en 1920-25, dans les mêmes forêts de Côte d'Ivoire où mon père avait exercé quelque temps après. Et tous ces récits, les récits de mon père, qui me fascinaient moi en tant qu'enfant, et un jour, il m'a raconté banalement comment c'était souvent des gens du sud, mon père était d'Agen, beaucoup de gens désœuvrés après la crise de 29 sont partis en Afrique travailler là-bas. Alors ils arrivaient là-bas, ils étaient tout de suite cadres, ils étaient des hommes supérieurs, ils étaient mieux payés, mieux considérés, et là-bas, voilà. Et donc il racontait dans ses récits, mon père, comment un jeune a jeûné, parce qu'ils étaient en pleine brousse, ils avaient ils avaient tous les droits, à massacrer à coups de chicotte, c'est un air de bœuf, un travailleur obligé. Alors pour moi c'était la perpétuation de l'esclavage, ça s'appelle le travail forcé, qui a sévi pendant un siècle en Afrique. Donc la France a aboli l'esclavage en 1848 officiellement, et le travail forcé n'a été aboli qu'en 1946. Donc pendant un siècle, et c'est très bien raconté par Albert Londres, par André Gide, c'était des centaines de milliers de personnes qui ont été prélevées de façon très violente dans leur village et qui étaient corvéables, voilà, et les colons avaient le droit de vie et de mort sur eux. Ils ont participé à la destruction, enfin, couper les bois, les arbres les plus majestueux de la forêt pour les exporter en France, pour faire des meubles. Et ils ont participé à la création du train au Congo. Et là, c'est des dizaines de milliers d'esclaves africains qui sont morts. Ils ont participé dans les enfin voilà, tout ça a fait que moi, inconsciemment, je me suis évidemment affronté à mon père. Bon, alors je sais pas au niveau psychanalytique comment on pourrait interpréter tout ça, mais c'est vrai que ma révolte est née à ce moment-là, je me souviens. Quand je lui dis mais pourquoi vous l'avez tué, mais il n'a pas été en prison, je n'ai pas compris pourquoi qu'un jeune blanc-bec arrivé là-bas pouvait tuer comme ça par et sans être poursuivi. Le lendemain, il a continué. Enfin, voilà. C'est parti de là, et donc, j'ai beaucoup inconsciemment, je suis souvent revenu vers des préoccupations par rapport à l'Afrique. J'ai souvent séjourné là-bas, et il m'a semblé que dans les années 90, la problématique des objets d'art africains, avec toute la puissance symbolique qu'il focalisait, était pour moi une façon importante, intéressante d'aborder cette violence du colonialisme.
qui perdure d'une certaine façon aujourd'hui. Voilà. Après, voilà, j'ai écrit sur le dernier article que j'ai fait, un des derniers articles, c'était sur un monsieur qui est du coin, hein, monsieur Philippe Ginasté. Voilà, j'ai fait une enquête pour le Monde diplomatique sur Jiffy et l'Empire Ginasté. J'ai fait tout un tas, voilà. Donc chaque fois, je ne me suis pas spécialisé, j'ai toujours refusé de me spécialiser dans un domaine. Voilà. C'est dans le monde diplomatique du mois de juin, pour les gens que ça intéresse, l'enquête de Philippe sur, tu as appelé le royaume de la pacotille. Le triomphe de la pacotille. Triomphe de la pacotille. Voilà. Et ça nous rejoint, on n'est pas très loin du pillage des objets d'art africains, d'une certaine façon. Voilà. Alors, donc ton livre, il a été publié cette année. Alors, il devait être publié l'année dernière. Covid oblige, la sortie a été repoussée au mois de mai de cette année aux éditions Agone. Mais comme tu l'as expliqué, tu avais travaillé une première fois. Il y avait eu un premier livre dans les années 90. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de cette réédition? Est-ce que justement le discours du président Macron en 2017 a joué dans le fait que tu aies réouvert le dossier? Est-ce que Agone t'a sollicité? Comment finalement le fait que ce livre renaisse, comment ça s'est fait? C'est pas forcément le discours de Emmanuel Macron, ça serait lui prêter beaucoup trop d'importance. Ouais. Non, ça fait longtemps que je voulais rééditer ce livre. En fait, ce livre a été édité, je l'ai édité en 1999. Moi j'envisageais déjà, parce que l'éditeur en 1999 a fait faillite un an après, donc le livre a une vie assez courte. Bon, il a apparemment très marqué le monde universitaire parce qu'il a été cité je ne sais pas combien de fois dans des ouvrages, des travaux universitaires. Mais voilà, moi c'est la première fois que j'ai envisagé de retravailler sur le sujet, c'était à l'occasion du musée Quai Branly. Quand Jacques Chirac a décidé de faire un monument majeur dans son mandat, de laisser une trace, en l'occurrence c'était le musée Quai Branly. Donc voilà, là j'ai eu envie de le rééditer, ça n'a pas pu se faire, et là c'est vrai que ça aurait pu coïncider avec tout le débat qu'il y a eu autour des restitutions, ce débat ouvert par le discours de Macron, mais voilà, il est sorti malheureusement 2 ans après, mais je pense que c'est un travail, pour moi c'est comme le livre sur la bio là, dont on parlait tout à l'heure, qui est un ouvrage collectif que j'ai dirigé. Chaque fois que je travaille, c'est dans la perspective que ce travail ne soit pas éphémère, mais serve aux autres qui ont envie de s'interroger sur le monde et de le changer à leur manière, qui reste un outil. Aussi. Pour moi, la notion d'outil, le journalisme pour moi est un outil, et les livres et même les films demeurent des outils. Donc quelqu'un qui voudrait travailler sur ce sujet aura tout un tas de références dans cet ouvrage. Donc pour moi l'utilité aussi c'était ça, c'était de remettre à disposition cet outil, ce témoignage, pour que d'autres le reprennent à leur compte et le fassent vivant. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être pour le public, ce que j'aimerais c'est qu'on repositionne au niveau historique, qu'on fasse une espèce de chronologie du pillage, avec finalement des étapes que tu décris dans le livre, ce que tu appelles le temps des razzias, avec quelques dates importantes dans l'histoire de l'Afrique, la conférence de Berlin en 1885, 1914, quand ce qu'on appelle les avant-gardes artistiques se mettent à s'intéresser à ce qu'on appelait l'art nègre, 1960 et les indépendances de ces pays-là. Est-ce que tu peux finalement nous remettre cette chronologie, la façon dont ce pillage s'est fait par étapes successives, avec des acteurs différents à chaque fois? Ce qui est intéressant, c'est de voir à travers les époques comment ces objets, qui sont à la base quand même des objets, alors on parlera après des objets archéologiques qui ont été à leur tour pillés de façon industrielle depuis les années 1970. Là, les objets cultuels, c'est quand même des objets sacrés, des objets de culte, qui entrent dans des cultures, dans des religions, dans une relation de l'humain à l'invisible, de l'humain aux esprits, qui transmet un savoir, une histoire, qui sont les supports pour les sociétés africaines quand même très importants de leur patrimoine, de leur culture. Et les enlever, ce n'est pas anodin. Donc ces objets de culte,
inscrits dans une histoire et dans une culture, ont petit à petit subi tout un tas de métamorphoses pour devenir ce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des ventes aux enchères de ces objets qui n'existent plus en tant qu'objets de culte, mais qui ont un pédigré. On va dire, tiens, par exemple, il y a, je ne sais plus en quelle année, un objet qui avait appartenu à Helena Rubinstein, à Jacques Kershach, il a participé à telle exposition, c'est tel style, il n'est plus du tout question des peuples et des humains, des individus qui ont créé ces objets. On va parler juste de leur pédigré. Et par exemple, il y a un masque, un reliquaire Kota. Donc reliquaire Kota, c'est une pièce en cuivre sculptée qui représente les esprits et qui était posée sur la tombe d'un ancien, d'une personne. Il y avait un mort dessous. Ils ont été pillés, ils ont été arrachés. Que sont devenus les morts et les cimetières qui ont été profanés, on n'en sait rien. Mais cet objet, par exemple, ce reliquaire Kota, a subi tout un tas de parcours et a fini par passer aux ventes aux enchères et a été acheté par Madame Bettencourt, la plus grande fortune de France, 5,9 millions d'euros. Donc entre la statue qui est sorti à l'occasion pour des cérémonies liées à des rites agricoles, pour des guérisons, pour tout un tas de raisons. Et comment un objet est sorti, ils sont volés, souvent dans les sanctuaires, dont les portes sont défoncées par des jeunes qui travaillent au service des antiquaires. Quel cheminement arrive à Madame Liliane Bettencourt et à ces objets qui finissent par des coffres-forts et qui vont être revendus dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 10 millions, 20 millions d'euros et qui deviennent des placements hyper rentables. On va rappeler qu'au moment de l'achat de Madame Bettencourt, les œuvres d'art, ce n'était pas pris en compte dans le calcul de l'ISF, alors aujourd'hui il n'existe plus, mais en plus il y avait finalement l'idée que ces achats d'œuvres d'art étaient en dehors des calculs fiscaux. Alors ce qui serait intéressant, c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai que ce film, je suis très content qu'il passe, ça n'a pas été facile de le faire passer ce soir à Sainte-Livrade. Preuve qu'encore aujourd'hui, c'est pas un sujet facile. C'est une phrase qui débute le film et qui dit « Quand un humain meurt, quand un humain meurt, si tu veux. Vas-y, attends. C'est là. Ouais, quand les hommes sont morts, voilà. C'est quand les hommes sont morts, excusez-moi. Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Et quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce qu'on appelle la culture. Il y a un philosophe burkinabé qui s'appelle Roger Sommet, qui lui a beaucoup travaillé sur le cheminement de ces objets d'art. Et dit, pour qu'un objet d'art, un objet africain devienne une œuvre d'art, il faut qu'il meure. Et donc voilà, là, c'est cette botanique de la mort qu'on peut voir à l'œuvre dans tout le cheminement qui a fait que ces objets de culte finissent dans des coffres forts. Alors, au niveau historique, au début, ces objets ont été vus, les premières expéditions, c'était surtout des comptoirs commerciaux qui avaient été installés par les Portugais le long de la Sierra Leone ou vers le Nigeria, les côtés du Nigeria, et on prélevait des objets. Soit il y avait des prêtres aussi qui accompagnaient souvent les expéditions et qui avaient pour mission de convertir les populations. Et quand ils convertissaient les populations, ces objets, c'était des objets maléfiques et ils organisaient d'énormes bûchers et ils les brûlaient, ils les détruisaient pour symbole de la conversion des peuples colonisés. D'autres les prélevaient et les ramenaient en France ou au Portugal ou en Europe et ouvraient des cabinets de curiosité. Donc c'était soit des objets maléfiques, soit des objets de curiosité que les gens venaient voir, pour passer un peu leur loisir. Mais voilà, il n'y avait pas de reconnaissance. Ces peuples qu'on convertissait, qu'on massacrait, qu'on réduisait à l'état d'esclaves, puisque c'est devenu après une industrie du commerce triangulaire. Mais on ne leur reconnaissait pas une culture. Après, il y a eu à la fin du XIXe siècle, il y a eu les grandes expéditions coloniales, militaires extrêmement violentes. On en a parlé justement à l'occasion du discours de M. Macron, notamment avec l'expédition du général Dodds au Dahomey, menée contre le roi Béhanzin. Donc le roi
le royaume du Dahomey a été conquis avec extrêmement beaucoup de violence. Le roi Béhanzin a été déporté en Martinique. Et tous ces objets, alors c'était des dynasties de rois qui avaient produit des objets qui étaient stockés. Moi je l'ai vu parce que ça existe toujours à Abomey. Donc il y a toujours les palais, les différentes dynasties des rois du Dahomey, du Dahomey. Et donc tous les objets qui avaient été entreposés par des générations, tous étaient pillés et ramenés en France, dans les musées, dans des collections privées. Ça, c'était donc à la fin du 19e. Il y a eu la même chose dans le royaume Ashanti avec les Anglais, la même chose à la ville de Bénin, dans le royaume de Bénin, qu'il ne faut pas confondre avec le Bénin, qui est au Nigeria. Les Anglais ont entièrement détruit ces civilisations et ont pillé tous leurs objets qu'ils ont vendus aux enchères à la fin du 19e pour pouvoir financer les coûts de l'expédition. Et ces objets sont aujourd'hui aussi un enjeu d'une revendication du Nigeria, qui réclame depuis des dizaines et des dizaines d'années le retour de ces objets. Alors ces objets, ils ne sont pas anodins. La photo du livre, par exemple, c'est un de ces objets qui a été pillé dans le royaume de Bénin. Donc ils ont une valeur culturelle très forte, et ils montraient que les Africains étaient capables de créer un art qui peut rivaliser avec l'art grec, romain et l'art occidental. Et aujourd'hui, ils n'ont pratiquement pas récupéré ces objets. Donc voilà, et là c'était des trophées, des objets de culte, des objets royaux, devenaient des trophées qu'on ramenait pour montrer la puissance et la toute-puissance de l'empire colonial et des expéditions militaires. Donc ça, c'est dans les années, au début du XXe siècle. Il y a certains intellectuels, certains artistes ont vu arriver ces objets. Il y a eu aussi quand même, il faut parler du Trocadéro, il y a eu la création du musée de l'ethnologie en 1878 à Paris, au Trocadéro, dans lesquels une partie de ces objets commençait à être stockés et montrés au public. Et là, il y a une partie des intellectuels et des artistes, alors notamment Picasso, Matisse, voilà, plus tard, Breton et Éluard, Apollinaire surtout, qui s'est penché là-dessus, et ils ont découvert cet art. Ça tombait bien parce que l'art occidental s'essoufflait un petit peu. Il y avait eu l'influence du Japon qui avait renouvelé à un moment donné les sources de l'art occidental. Il a toujours besoin de se renouveler, et là ils ont découvert donc la puissance de cet art, de cette culture africaine, et il y a eu une espèce d'élan vers ce qu'ils appelaient l'art nègre. Alors cet élan, on peut le voir avec Picasso, qui a été l'un des premiers à être excessivement touché par cet art. Mais pour lui, il disait l'art nègre n'existe pas. C'était vraiment le côté esthétique, émotionnel, artistique. Et c'est eux qui ont fait entrer ces objets, ces œuvres, dans le monde de l'art. Par exemple, Picasso, dans les Demoiselles d'Avignon, il y a une femme, une baigneuse, qui n'a pas de visage, mais dont le visage est un masque africain. Et petit à petit, l'art africain s'est intégré dans l'art occidental et lui a permis de se renouveler. Mais en même temps, donc, les objets ont commencé à être collectionnés. Picasso était un grand collectionneur, Matisse en était un, Apollinaire aussi. Et ils ont commencé à vouloir. Alors, il y a eu des premiers marchands d'art qui ont ouvert des galeries à Paris, notamment Charles Raton et Philippe, dont je ne me souviens plus le nom. Mais donc il commençait à y avoir un marché de ces objets d'art africains, et ils ont commencé à être présentés dans les musées, et donc une reconnaissance, et Apollinaire à un moment donné s'est même battu pour que le Louvre ouvre une antenne destinée à ces objets d'art nègre. Donc voilà, petit à petit, ces objets ont été intégrés dans l'art, sont devenus des objets d'art. En même temps, il y avait tout un courant au niveau de l'ethnologie, de l'ethnographie, qui s'intéressait aussi à ces objets, alors pour tout un tas de raisons, pour des raisons scientifiques, mais aussi pour des raisons, coloniales, puisque à ce moment-là, les expéditions militaires qui continuaient à conquérir l'Afrique étaient souvent accompagnées, à une époque c'était
prêtres, mais là c'était souvent par des ethnologues qui permettaient à l'armée de connaître mieux les populations qui venaient de conquérir et de soumettre pour pouvoir après les administrer et les diriger. Donc il y a eu énormément d'expéditions ethnographiques, ethnologiques qui ont été financées, et la plus célèbre c'est celle de Marcel Griol, qui s'appelle l'expédition en 1931, qui est partie de Dakar jusqu'à Djibouti. Et on connaît un peu mieux cette expédition parce qu'il y avait l'historiographe de cette expédition s'appelle Michel Leiris, qui était un surréaliste dissident, qui a suivi l'expédition et qui en a fait un cahier, qui en a fait un journal, qu'il a restitué dans le livre qui s'appelle Afrique fantôme. Et voilà. Et dans ce livre, moi aussi, il m'est tombé entre les mains et ça a participé aussi à mon travail sur les objets d'art africains, parce que Michel Leiris raconte comment Marcel Griol et les ethnologues qui l'accompagnaient, qui ont prélevé des milliers et des milliers, je ne sais plus combien exactement d'objets ont été pillés, mais tous ces objets après se sont retrouvés au musée de l'Homme et dans les musées européens. C'était vraiment pour constituer des collections. Donc Michel Leiris raconte parfaitement dans son livre, et j'aimerais vous en lire un exemple parce que ça montre un peu la violence et la négation, la violence de cette domination, la négation de l'autre, et qui a été complètement banalisée. Et on peut comprendre après comment ces sociétés ont été détruites et le viol, le pillage de ces objets a participé à la destruction de ces sociétés. Alors voilà, ça c'est un extrait donc du livre de Michel Leiris qui s'appelle L'Afrique fantôme. Et il raconte comment, au Mali, c'est dans le nord du Mali, ils entrent dans les villages pour prélever les objets. Alors Griol et moi demandons que les hommes aillent chercher le kono. Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes, emballons l'objet sain dans la bâche et sortons comme des voleurs. Cependant que le chef affolé s'enfuit et à quelque distance fait rentrer dans une case sa femme et ses enfants en les frappant à grands coups de bâton. Nous traversons le village, devenu complètement désert, et dans un silence de mort, nous arrivons au véhicule. Les 10 francs sont donnés au chef et nous partons en hâte, au milieu de l'ébahissement général et parés d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement puissants et osés. Et ça a été répété des dizaines, des centaines de fois par les ethnologues, par la mission Griol. Et cette violence, on la voit encore aujourd'hui, parce que cet objet, le kono, c'est pour ça que je vous ai cité cet exemple, il est présenté aujourd'hui au musée Quai Branly. Il est mis en évidence, il y a un magnifique éclairage dans une très belle vitrine, son aspect émotionnel est mis en avant, mais il n'y a rien sur le peuple, on ne sait rien sur le peuple qui a créé ce kono. Tu expliques que sur les étiquettes dans les musées, on parle de l'explorateur. Voilà. Et là, la seule étiquette qu'il y a, c'est objet kono, objet collecté par la mission Griol. La moindre des choses aurait été de donner un exemple, enfin de citer le passage du livre L'Afrique fantôme qui raconte comment cet objet a été collecté. Et ça, c'est totalement nié aujourd'hui. Et quand M. Macron a parlé de restitution, évidemment, il y a eu une levée de tous les conservateurs des musées. Et pour eux, il est absolument impossible de reconnaître, même de prononcer le mot pillage. Pour eux, ce n'est pas un pillage. Et là, c'est important aussi, c'est pour ça que chaque fois je lis ce passage, parce que Leiris raconte que Griol, chaque fois qu'il prélevait, alors pour moi c'est des vols, c'est du pillage, c'est des vols, on brise les sanctuaires, il y a des menaces aussi, des fois ils disent si vous ne donnez pas vos objets, la prochaine fois on vient avec l'armée et on va rafler tous les hommes du village pour aller faire du travail forcé. Donc, et chaque fois Griol donnait 10 francs, 15 francs. Comme ça, le chef le prenait, et ça veut dire qu'ils étaient consentants. On leur a acheté les objets. Et aujourd'hui, ce discours revient de façon récurrent, dans le discours de certains, notamment un avocat qui a écrit un livre, Emmanuel Pirat, pour défendre le pillage et parler de ce consentement des populations africaines. On les a pas pillés. De toute façon, s'il n'y a pas de preuve du pillage, c'est qu'ils étaient consentants. Et donc c'était important que chaque fois qu'ils volaient un objet, ils donnent une pièce aux villageois pour montrer qu'ils étaient consentants. Moi, j'ai relevé une phrase de Michel Leiris, donc il reconnaît lui-même, qui disait « On pille les nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c'est-à-dire, en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer, entre guillemets, et les piller. »
Donc il avait lui-même conscience de ce à quoi il participait. Alors juste pour continuer un peu le cheminement, donc ces objets deviennent objets d'art, puis objets ethnographiques. Pendant longtemps, cela coexiste, mais bon, il y a eu un grand clash, pour aller très vite, en France, surtout dans les années 1900, à la fin des années 90, parce que Jacques Chirac, il y avait 2 musées en France qui symbolisaient. Il y avait le musée du Trocadéro, musée de l'homme, devenu musée de l'homme, et qui était vraiment le symbole de cette approche ethnographique des objets d'art africains. Il y avait des objets océaniens, des objets d'Amérique latine ou asiatique, mais bon, c'était symbole de cette approche ethnographique. Mais ce musée était dans un état, moi j'en fais une description, il était complètement laissé à l'abandon, les objets étaient dans des vitrines, il y avait même, on voyait des objets avec de la sciure qui étaient bouffés par des insectes xylophages. Et c'était toujours la même chose, des vieilles étiquettes qui dataient des années 30, toutes jaunies, dont de madame la générale machin, ou dont de monsieur l'administrateur bidule, et rien sur les peuples qui avaient créé ces objets, rien sur ces objets. Donc voilà. Et il y avait l'autre musée qui se trouvait dans le bois de Vincennes, qui avait été créé lors de l'exposition coloniale en 1931, qui s'appelait le MAO, le Musée national des arts africains et océaniens, qui lui avait une vision déjà beaucoup plus esthétique qui dépendait du ministère de la Culture, alors que le Musée de l'Homme dépendait du ministère de l'Éducation. Et Chirac les a réconciliés en créant ce musée Quai Branly, qui a été pour lui, parce que c'était un grand amateur, monsieur Jacques Chirac, d'art primitif, puisque là on parle plus d'art nègre, ce sera intéressant aussi de voir l'évolution. Au début du 20e, on parle d'art nègre. Tribal, et puis après, bon, on a évolué, parce qu'il fallait quand même faire attention avec la susceptibilité des élites africaines qui étaient en train de prendre petit à petit le pouvoir. Donc on a remplacé art nègre par art tribal, art primitif, art premier, et aujourd'hui c'est l'art tribal qui demeure. C'est pas le musée des arts premiers? Ça a été à un moment donné, Jacques Chirac a envisagé de l'appeler le musée des arts premiers, mais voilà, ça faisait polémique. Alors il y a eu des conflits. Depuis 2019, il s'appelle Musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Voilà. Et donc donc il a pris toutes les collections du musée de l'Homme, toutes les collections du musée de l'Homme, toutes les collections du Mao, et il les a réunies dans ce musée Quai Branly, alors il y a eu un conflit terrible entre les ethnologues et entre les commerçants, les marchands d'art, et surtout le grand ami de M. Jacques Chirac, qui s'appelait Jacques Kershach, qui est à l'origine de ce projet de musée. Parce que M. Chirac donc, était un passionné d'art tribal, primitif, et il s'est un jour, en voyageant à l'île Maurice, je sais pas, dans un hôtel, il a rencontré Jacques Kershach, qui était un grand pilleur, un grand marchand, enfin il a fait de la prison même au Gabon, et aujourd'hui c'est la bibliothèque du musée Quai Branly s'appelle la bibliothèque Jacques Kershach. Donc pour quelqu'un qui a quand même participé à la destruction des cultures africaines, c'est quand même un peu... Et donc, voilà, donc c'est cette vision qu'a dominé, qui reprenait un peu la pensée d'Apollinaire, qui voulait, et de Breton, on a grillé quelques étapes, mais Breton et les surréalistes se sont eux aussi intéressés à l'art africain, et Breton avait une approche purement émotionnelle aussi. Il faut laisser libre cours à l'émotion, et c'est ce qui est aujourd'hui, c'est vrai que c'est très bien mis en scène au musée Quai Branly, les éclairages, l'ambiance, tout ça, mais quand on y va, on a toujours des petites étiquettes, on ne sait pas grand-chose toujours sur les peuples, et la vision ethnographique a tout complètement été balayée. Il y a une bibliothèque, on vous dit si vous voulez en savoir plus, vous allez à la bibliothèque Jacques Kershach, et là il y a des ouvrages, effectivement, on peut faire des recherches, mais la vision grand public est toujours celle-là. C'est l'émotion, c'est celle qu'on retrouve dans les grandes expositions d'art contemporain, et on joue sur l'émotion. Et voilà, donc les objets sont devenus source d'émotion pour un public occidental. J'ai noté quelque chose. Donc, quand on arrive au musée du Quai Branly, il propose, donc là je cite, le tour du monde en 2 heures environ, avec escale en Océanie, Asie, Afrique et Amérique. Et donc, ce que je viens de citer, c'était exactement le slogan qui était utilisé lors de l'exposition coloniale de Paris en 1931. Donc, reprendre dans le grand musée parisien cette phrase-là, le tour du monde en 2 heures,
il y a une forme de cynisme ou de... Oui, complètement. Et le musée Quai Branly, alors le musée Quai Branly, c'est, je crois, au niveau objets africains, ce sont 80 000 objets. C'est énorme. Bon, il y a le musée Tervuren à Bruxelles, c'est 180 000 objets. En Afrique, il ne reste plus rien. C'est ce que disait monsieur Macron. Il a utilisé ça de façon totalement opportuniste pour s'attirer un peu les bonnes grâces des dirigeants africains, mais c'est vrai qu'il ne reste plus rien en Afrique pratiquement. Moi, la plupart des musées que j'ai pu voir, ils ont été pillés, ils sont dans un état de délabrement, voilà, pour tout un tas de raisons. Donc voilà, alors, le musée Quai Branly, c'est ça, c'est aussi aujourd'hui, ce musée est complètement acoquiné avec le marché de l'art. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure de la vente. Liliane Bettencourt a acheté un objet du Gabon, 5,9 millions d'euros. Il faut savoir que cette vente, cet objet, elle l'a acheté lors d'une vente. Le musée Quai Branly a été inauguré en 2006, alors je ne sais plus quel mois, quel jour exactement, mais ça a été un long parcours du combattant pour M. Chirac pour arriver, ça a coûté très très cher. Bon, il y a eu beaucoup d'opposition parce qu'entre-temps, la gauche est revenue au pouvoir. Enfin, finalement, 20 juin 2006, voilà, 230 millions d'euros le coût. Voilà. Donc le 20 juin 2006, le musée Quai Branly est inauguré. La veille de l'inauguration, alors l'inauguration en grande pompe, hein, avec tous les amis de Jacques Chirac, Jacques Karchache, puis des dirigeants africains qui sont là, les responsables de l'UNESCO. Enfin. Et la veille de cette inauguration, il y a eu la plus grande vente aux enchères d'objets d'art africains qui a eu lieu à Paris, chez Drouot. C'est une vente, c'était la vente Vérité. C'est peut-être un peu l'ironie, c'était la vente de Claude et Pierre Vérité. Pierre Vérité, c'était un des premiers collectionneurs galeristes dont je parlais tout à l'heure, qui a ouvert sa première galerie en 1910 à Paris, qui est devenu un des grands marchands d'art, collectionneurs, pilleurs d'objets d'art africains. Et son fils a pris le flambeau, Claude Vérité, je l'ai interviewé, il a son témoignage. Alors dans mon livre, il y a au moins 300 personnes qui témoignent. C'est pas que des témoignages à charge. J'ai rencontré tous les gens pour essayer de comprendre les collectionneurs. Jacques Karchache, je ne l'ai pas rencontré parce qu'il est... Non, Jacques Chirac non plus, M. Macron non plus. Mais il y a quand même des témoignages voilà, un peu de toutes parts, quoi. Et j'en étais où? Dans la chronologie. Non, dans la vente des arts. Ah oui, voilà, la vente Pierre et Claude Vérité, 40 millions d'euros. La vente était estimée à 3 millions. Les enchères sont montées jusqu'à 40 millions d'euros. C'est la plus grande vente. Et pourquoi? Parce qu'il y avait l'exposition, il y avait l'inauguration du musée Quai Branly. Le Quai Branly a participé à cette valorisation, à transformer les objets d'art africains en objets de luxe. Et cette démarche du pur émotionnel s'est transformée petit en petit en un mécanisme de promotion des arts africains de luxe. Notamment, il y a eu en 2019 de luxe. Oui, de luxe, mais c'est surtout un objet de placement. Avant, on achetait du beau, mais là, on achète il y a la famille royale du Qatar qui achète des objets d'art africains, il y a les Chinois, Madame Bettencourt. Enfin, donc, avant, on achetait du beau, mais là, on achète du beau, mais qui peut rapporter gros. Voilà. Et donc, cette vente historique, c'était vraiment... Et ça s'est perpétué. Donc je parlais de l'exposition de Helena Rubinstein qui a eu lieu en 2019, organisée par le musée Quai Branly. C'était Madame. Alors là, il n'est plus question des cultures africaines, de peuple Dogon ou de peuple Fang. Non, l'exposition s'appelait Madame. Et c'était à la gloire de Helena Rubinstein, qui a été une des plus grandes collectionneuses. Je ne sais pas si vous connaissez Helena Rubinstein. C'était une milliardaire qui a fait fortune dans le cosmétique. Et qui a été une grande collectionneuse d'art africain, et qui disait, moi je les collectionne par camion. Le musée Quai Branly a présenté toutes les œuvres qui avaient appartenu à Helena Rubinstein. Donc Helena Rubinstein est aujourd'hui devenue un élément du pédigré de ces objets d'art africains. Et ces objets ont pris une valeur, je crois qu'il y a eu une vente quelques jours après l'inauguration de l'exposition Helena Rubinstein au musée Quai Branly, et là pareil, les objets qui avaient dans leur pédigré
Helena Rubinstein, qui avait un jour ou l'autre appartenu à Helena Rubinstein, ont pris une valeur phénoménale. Leur valeur a été multipliée par 2 ou 3. Donc voilà, le marché de l'art, les objets sont partis de leur sanctuaire, comme racontait Michel Guéris, sont sortis de là et sont devenus aujourd'hui quelque chose qui est complètement hors sol, détaché des cultures qui les ont créées. On est très loin du film Les Statues mères aussi, avec une réflexion existentielle un peu sur ces objets, sur qu'est-ce qu'ils représentent. Non, c'est purement cette vision dominante aujourd'hui du marché qui est collé aux objets d'art africains. Voilà, alors j'ai essayé ce cheminement voilà, les objets, la botanique de la mort. On part du sanctuaire, on finit dans le coffre-fort. Et j'ai pas parlé. Tu expliques même que ce fameux mystère, c'est-à-dire le fait qu'on ne sache rien des peuples et des civilisations, c'est même quelque chose qui participe à la montée des prix. C'est-à-dire que plus c'est mystérieux, plus on a nié le travail des archéologues, des ethnologues, plus les prix vont finalement surfer sur ce mystère et cette. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai pas parlé là, je ne parlais que des objets cultuels. Il y a eu un engouement parce que pendant longtemps l'Afrique n'avait pas d'histoire. Les civilisations africaines n'existaient pas. C'était les seules cités qu'on avait pu étudier dans l'Afrique de l'Ouest. C'était des cités qui avaient été bâties par les royaumes musulmans du nord de l'Afrique. Donc ils n'avaient pas de civilisation autonome. Mais à partir des années 60, les archéologues ont commencé à s'intéresser au sous-sol de l'Afrique, et bon, un peu partout. Mais moi je cite surtout le cas de Roderick McIntosh, qui a travaillé dans la région de Djenné, au nord du Mali, et qui a découvert une civilisation prodigieuse, une civilisation de Djenné-Djeno, en faisant des fouilles tout autour de Djenné. Et après on s'est rendu compte dans le delta du fleuve Niger, regorgé de cités englouties et de civilisations africaines qui remontaient jusqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et avec des objets absolument magnifiques, des témoignages de ces civilisations absolument saisissants. Et donc Roderick McIntosh et sa femme, à un moment donné, rendent compte des fouilles, des résultats des fouilles, et présentent les objets qu'ils ont pu prélever, qu'ils ont pu étudier dans un cadre archéologique, en prélevant tout ce qu'il pouvait y avoir autour, et ils ont commencé à livrer les quelques connaissances qu'ils commençaient à avoir sur ces civilisations africaines. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Des marchands d'art se sont intéressés à la chose. Le marché des arts africains connaissait à l'époque, dans les années 70, une baisse d'intérêt. Et ils se sont intéressés à ces objets. Donc moi je vous invite à aller voir sur internet les objets Djenné-Djeno, Nok, Sokoto, ça c'est au Nigeria. Ils sont, bon voilà, au niveau esthétique aussi, ils ont une esthétique très puissante. Et tout de suite ça a fasciné les collectionneurs. Et tout de suite il y a un pillage systématique de ces zones archéologiques qui a été organisé, et qui ont pillé en très peu de temps. Les archéologues sont retirés, ils ne pouvaient plus rien faire. Qui a pillé tout le sous-sol du delta du fleuve Niger. Alors il y a des grands... aujourd'hui il y a des personnes qui sont encore en place, où personne n'a été inculpé, personne n'a fait de prison. C'était... comment il s'appelle, j'ai plus son nom. Mais bon, des grands galéristes qui sont aujourd'hui à Saint-Germain-des-Prés ont participé à ce pillage. Ils ont organisé des réseaux d'antiquaires africains, qui eux-mêmes ont organisé des armées de manœuvres avec des pioches, qui sont allés faire des fouilles totalement illicites, souvent couverts par les armées locales. Et eux, la seule chose qui les intéressait, donc, c'était l'objet qui pouvait être vendu. Tout le reste, ils n'en avaient rien à faire, c'était détruit, laissé à l'abandon, alors que normalement une fouille archéologique, le moindre grain de pollen, le moindre petit objet métallique est étudié, restitué avec une grande minutie. Mais là, du coup, on ne sait pas grand-chose sur ces civilisations, et le marché de l'art a participé à la destruction de ces savoirs de l'Afrique. Et alors je cite effectivement, alors il y a eu la région de Djenné-Djeno, les objets Djenné-Djeno, il y a eu les objets
de la région de Bura au Niger. Il y a eu des objets Nox au Koto au Nigeria. Et il y a eu aussi, alors eux ça a été encore beaucoup plus rapide, c'était au Ghana, dans le Komaland, la civilisation Koma. Et là, il y a un chercheur, un archéologue qui a eu la mauvaise idée de faire une présentation dans une galerie en Hollande. Les semaines suivantes, pareil, le pillage a été organisé et en très peu de temps, il n'est plus rien resté de la civilisation du Komaland. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on expose ces objets, c'est le musée Barbier-Muller qui a fait ça, je crois, un grand musée d'art africain de Genève, qui expose des objets en provenance, des objets archéologiques en provenance du Komaland, en disant des objets dont on ne sait, un peuple dont on ne connaît rien. Et le mystère, effectivement, fait gonfler le prix. Et ces objets, aujourd'hui, atteignent des sommets, pareil, au niveau ils atteignent les mêmes prix que les objets cultuels. Bon, il y a eu quand même, à un moment donné, une réaction de l'UNESCO, au niveau international de certains États, qui se sont élevés contre ce pillage des objets archéologiques. Il y a l'ICOM, c'est le Conseil international des musées, qui a une certaine déontologie, qui ont voulu s'opposer quand même, je ne parle que de l'Afrique, le même pillage a existé en Asie, a existé au Cambodge, en Corvat, existe encore en Amérique latine, toute la civilisation précolombienne. En Irak, en Asie, au Tibet, partout. Donc, ce n'est pas que l'Afrique. Et donc voilà. Et l'ICOM a commencé à publier des ouvrages mettant en garde contre le pillage de ces objets, en mettant en évidence les conséquences que cela pourrait avoir pour le patrimoine de l'humanité, et a commencé à présenter des photos de ces objets qui avaient été pillés, et en disant que, et en plus il s'appuyait sur une convention de l'UNESCO qui était censée lutter contre ce pillage, mais bon, petit à petit, il a commencé à avoir des mesures juridiques ou symboliquement juridiques, ce pillage a commencé, des objets archéologiques a commencé à être un peu mal vu en Occident. Sauf que pendant longtemps, les pays africains ont pris des mesures pour interdire l'exportation de ces objets, mais n'avaient pas les moyens du tout de lutter contre ce pillage. Mais jusqu'à encore à peu, ces objets étaient vendus de façon totalement licite dans toutes les galeries marchandes européennes. Voilà. Donc aujourd'hui, les chercheurs, les archéologues, ils ont plutôt intérêt à travailler très discrètement, parce qu'ils savent que si leurs travaux, et ils mériteraient que leurs travaux sur ces peuples sont publiés, et bien immédiatement, les antiquaires, les collectionneurs vont se ruer sur la zone pour... Oui, c'est vrai, mais malheureusement, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les archéologues ils ont de moins en moins de moyens. En plus, c'est souvent dans des zones de guerre, notamment au nord du Mali, même au Niger, toutes ces zones désertiques sont totalement inaccessibles aux autorités des États. Donc là, sévissent les milices, les archéologues ne se risquent plus là-bas. Aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui s'est ouvert, ça s'appelle le marché les objets du sang, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. C'est tous les objets qui ont été pillés soit par Daesh, soit par Al-Qaïda, par toutes les milices qui sévissent, même au Nigeria, partout, parce que les objets d'art africains, archéologiques ou autres, sont devenus une source de financement de ces milices. On l'a vu avec Daesh, les musées pillés en Syrie, en Irak. On retrouve aujourd'hui petit à petit, alors il commence à y avoir des services qui commencent à s'inquiéter de ça, des archéologues, des services de police en France qui sont spécialisés, mais on commence à retrouver ces objets qui sont aujourd'hui c'est le cas au Yémen. Voilà. Et en Afrique, ces zones où il y avait des fouilles archéologiques sont aujourd'hui totalement inaccessibles, comme en Irak ou en Syrie, et tout ce travail qui avait été mené dans les années 70-80 a été interrompu. Donc, moi quand j'entends, il y a eu tout un discours là quand Macron a parlé de la restitution. Alors, toujours les mêmes alors ils sont très médiatisés, mais il y a eu beaucoup de collectionneurs, de marchands d'art
qui ont pris la parole, qui sont exprimés, en disant mais heureusement que nous on était là, c'est nous qui avons sauvé l'art africain, c'est nous qui avons protégé le patrimoine africain, parce que si on n'avait pas été là, ce patrimoine aurait été disséminé, détruit par les élites africaines hyper corrompues, et personne n'en avait rien à faire. Heureusement qu'on était là, nous, pour s'en occuper, les sauvegarder, les amener en Occident, les mettre à l'abri, et un jour peut-être on envisagera d'en restituer quelques-uns, ce qui est entièrement faux. Quand on voit le cas des objets archéologiques, et ce sont les plus grands collectionneurs, il y a un collectionneur belge qui s'appelle Bernard de Grune, qui a participé au pillage des objets Gene Geno, au pillage des objets Nok au Nigeria. Là, c'était un coup de bulldozer avec des milliers et des milliers de pilleurs. Et ce monsieur, aujourd'hui, est la seule référence au niveau de ces objets, parce qu'il a publié énormément d'ouvrages pour les valoriser, mais il n'y a pas eu d'études scientifiques menées sur ces objets. Donc, voilà. Donc, ils ont participé, comme je disais aussi, avec rien que l'exemple de Michel Léris, comment les ethnologues, mais après j'ai plein d'exemples. Hein. Moi, j'ai interviewé un monsieur qui s'appelle Raoul Le Huard, qui a créé une revue qui est pendant 30 ans à Séville, où il faisait l'apologie du marché de l'art, et il publiait l'Argus des objets sur une dizaine de pages. Il faisait la publicité pour les galeries, et cette revue était diffusée un peu partout en Afrique. Donc, inciter les antiquaires ou les élites locales à se procurer des objets pour les vendre, parce que quand ils voyaient les prix d'achat, c'était uniquement à la gloire du marché. Et ce monsieur ne se privait pas de dire que lui, il avait pratiqué la chasse en brousse pendant longtemps, quand cela était permis. Et il raconte comment il allait dans les villages solliciter les villageois en leur proposant de l'argent et même un chercheur, celui dont je parlais, Roger Sommet, qui est d'origine burkinabé et qui est du peuple Lobi, qui a été pillé en d'échelle. Ce monsieur Raoul Le Huard lui avait proposé à un moment donné, quand il était étudiant, de lui ramener des objets pour lui payer ses études. Donc ça, je pourrais multiplier les cas. Les gens qui parlent, le pays d'Ogon a été pillé. Le pays d'Ogon a été l'expédition Griol a été une première expédition à pénétrer dans le pays d'Ogon. Le pays d'Ogon, c'est entre le Mali et le Burkina Faso. Ce sont des falaises absolument. Très très saisissante, c'est un paysage très particulier, et aujourd'hui c'est inaccessible parce qu'il y a la guerre entre les Dogons et les Peuls, mais c'était le lieu de refuge de tout un tas de civilisations qui sont venues se réfugier dans ces falaises, qui étaient inaccessibles. Donc les Dogons sont réfugiés dans ces falaises parce qu'il y avait des armées musulmanes qui venaient envahir le Mali, mais avant eux il y avait des générations d'autres cultures qui s'étaient réfugiées dans ces falaises, notamment les Télèmes. Et les grottes des falaises de Bandiagara regorgeaient d'objets, soit appartenant aux Dogons, soit appartenant aux Télèmes, soit appartenant aux... Et tout ça a été pillé, il n'en reste absolument plus rien. Soit au début par les différentes expéditions ethnographiques, soit après par les collectionneurs, les marchands qui venaient de façon totalement décomplexée et qui ont mis en place des réseaux de pilleurs. Allant jusqu'à piller dans les villages d'Ogon, moi j'y étais, j'ai vu les témoignages, ils ont pillé tous les objets, les falaises, les grottes ont été vidées, et ils sont allés jusqu'à voler les portes des greniers, les cadenas des portes des greniers, les échelles qui montaient au grenier, et les Dogons ont des espèces de hangars à palabres, où se réunissent tous les anciens, avec des piliers absolument magnifiques, sculptés, qui racontent l'histoire des Dogons, et ces piliers eux-mêmes étaient pillés, sciés par les aides des antiquaires et vendus sur le marché. Donc il reste absolument plus rien aujourd'hui au pays Dogon. Donc je vois pas, tout ce discours des marchands d'art et des collectionneurs disant qu'ils ont participé à la sauvegarde du patrimoine africain est entièrement faux, et de très mauvaise foi. Et effectivement, après, il se base sur le consentement des populations. Alors justement, c'est ce que j'avais prévu dans une question où je voulais me faire l'avocat du diable, d'être volontairement provocateur, rentrer dans la peau d'un collectionneur, d'un marchand, et j'ai noté 3 arguments qu'ils utilisent pour finalement justifier ce qu'ils font et même ce qu'ils appellent leur travail. Un des arguments qui est régulièrement évoqué, c'est l'idée que depuis les indépendances, la première partie du pillage
sur le terrain, elle se fait par des Africains eux-mêmes. Et c'est aujourd'hui parfois un argument qui ressort pour l'esclavage, l'idée que la traite, la première partie de la traite jusque vers les comptoirs, vers les ports, elle était effectuée par les Africains. Donc ça, c'est un des arguments. Le deuxième, c'est que, eh bien, finalement, si tout ça, ça arrive, c'est parce que les dirigeants africains, ils se moquent de leur propre patrimoine, ils s'amusent de la corruption, voire ils y participent, ils n'entretiennent pas leur musée. Et le troisième argument, c'est que sans les Occidentaux, eh bien, soit les termites, soit les djihadistes, tous ces objets auraient été détruits. Et finalement, tous ces arguments qui viennent à dire que les marchands, les collectionneurs seraient des sauveurs, alors qu'ils seraient dans le fait des voleurs, des pilleurs. Enfin voilà, j'ai commencé à répondre à ces arguments. Alors c'est vrai que c'est indéniable que les dirigeants africains après les indépendances, les objets, le patrimoine historique africain des villages, il y avait un certain rejet des populations rurales, c'était pas leur préoccupation. Ou même les objets qui avaient été stockés durant la colonisation dans certains musées servaient de fonds pour les cadeaux qu'ils pouvaient donner aux chefs d'État qui étaient en visite ou pour essayer de corrompre. Enfin voilà. Donc les musées ont été vidés en très grande partie, notamment il y a l'IFAN à Dakar où il y avait 20 000 objets en 1960 et il y a un chercheur sénégalais qui, au début des années 2000, fait un article sur l'IFAN disant qu'il n'en restait plus que 8000. Tout le reste avait été disséminé, vendu. Donc c'est vrai que les dirigeants africains n'ont pas protégé leur patrimoine. Aujourd'hui, il y a peut-être une prise de conscience un peu tardive, mais ça n'a pas été le cas de tous. Et le Nigeria, depuis très longtemps, réclame le retour des objets de Bénin, du royaume du Bénin. Donc là, l'enjeu, il est plus avec le Royaume-Uni, alors que le pays moteur pour des objets volés par la France, c'est plutôt le Bénin qui est en tête de... Oui, enfin... Pas force. Oui, le Bénin, après il y a eu le Mali aussi. Le Mali, à une époque, s'est énormément battu. Moi, je vais rencontrer les dirigeants du musée. Ils étaient vraiment à la pointe. Il y a eu un président malien qui était un archéologue qui s'est beaucoup qui a dirigé l'ICOM, d'ailleurs. Oui, qui a dirigé l'ICOM, qui s'est énormément impliqué, mais il n'a pas été suivi. Ils n'avaient pas les moyens. Ils ont mis en place, par exemple, des certificats d'exportation qui étaient prônés par... On n'a pas eu le temps de parler au niveau législation. Bon, il y a la convention de l'UNESCO qui prônait certaines mesures que les États devaient prendre pour empêcher ce trafic illicite. Et l'une de ces mesures, c'était un certificat d'exportation. C'est-à-dire un Français qui va au Burkina Faso, qui achète un objet lobby, doit, avant de le mettre dans son sac et partir en France, avoir un certificat d'exportation signé par le musée. Alors moi, je l'ai vu, en étant sur place. Ce qui se passe, il l'a fait... Je crois que Roger Sommet avait essayé de les piéger comme ça. En fait, le collectionneur achète un objet au bazar artisanal qui sont devant les hôtels, qui ressemble vaguement à un objet lobby, mais qui est un objet artisanal très mal taillé. Il l'achète, il le présente au musée, qui lui fait le certificat d'exportation, et comme c'est pas dans un emballage scellé, il remplace cet objet par un objet authentique, et il peut sortir, comme ça, énormément d'objets ont pu sortir sans être inquiétés. Et même moi, dernièrement, en 2019, je suis allé au Bénin et j'ai enquêté sur le... Alors on a beaucoup parlé à l'occasion du Bénin, c'est pour ça, c'est une façon de répondre à ça, c'est que ce pillage n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu une formidable pompe aspirante du marché de l'art en Occident qui avait participé à vider le sous-sol, les villages de tous leurs biens. Moi j'ai par exemple, donc à l'occasion du discours de M. Macron, la seule conséquence de ce discours, ça va être bientôt
Aujourd'hui, ils sont exposés apparemment pour la dernière fois au musée Quai Branly. C'est 26 objets ayant appartenu donc à Béhanzin qui vont être restitués au Bénin. 26 objets sur les 88 000 que détient la France dans des collections publiques, sans parler des collections publiques. Dans les collections publiques, il y a 88 000 objets et on s'apprête à en rendre 26. Et donc le discours était en 2017, on est en 2021. Peut-être qu'en début 2022, M. Macron va prendre l'avion avec les objets, se rendre en visite officielle au Bénin, filmer, ce sera une grande opération de communication avant les élections, tout ça. Tout à fait possible. En tout cas, les autorités béninoises n'ont pas été du tout consultées par rapport aux 26 objets qui vont être restitués. Notamment, il y a une statue qui est très très importante pour la civilisation béninoise, qui s'appelle le Dieu Gou, qui est exposée au Louvre, dans le salon des arts primitifs, je crois qu'ils ont appelé ça, ou primaires, je ne sais plus, primitifs, voilà. Et le Bénin le réclame depuis des dizaines d'années, et ça, il a été hors de question de le restituer. Donc voilà, donc on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé du pillage qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, mais moi quand j'ai été au Bénin, j'ai rencontré des gens et j'ai un peu travaillé là-dessus, sur le pillage qui continue à se pratiquer aujourd'hui, c'est le pillage des objets vaudous. Parce que la religion vaudou est encore très active au Bénin, et la religion vaudou, comme beaucoup de religions africaines et autres, est basée sur les objets qui transmettent. Et j'ai interviewé donc à Strasbourg un monsieur qui a ouvert le plus grand musée d'art vaudou. Alors c'est un Français qui dirigeait une des plus grandes brasseries de Strasbourg. Et il a ouvert le musée de l'art vaudou. Et c'est je ne sais pas combien de milliers de pièces qu'il a ramenées lui-même. Et ce monsieur, alors façon totalement décomplexée, m'a raconté comment il faisait rentrer en France ces objets. Parce que c'est un grand chasseur. Donc il va chasser le buffle ou l'éléphant en Afrique, dans le nord du Bénin, on en a parlé parce qu'il y a eu deux Français qui ont été enlevés dans le parc, je ne sais plus comment il s'appelle, à la frontière du Burkina. Il va chasser, et quand il revient en France, il a le droit de ramener des trophées. C'est les têtes de lion, les défenses des éléphants. Et dans les malles dans lesquels il met les trophées, il remplit quand il y a la place qui reste par des objets vaudous qu'il a achetés de façon totalement illicite. Et ce monsieur n'est pas du tout inquiété, il vient d'ouvrir son musée à Strasbourg, et voilà, il peut même, sans avoir à aucun moment donné une quelconque inquiétude, à raconter comment il rentre ces objets, et même se vanter de la façon dont il rentre ces objets. Donc voilà, est-ce que ces gens participent à la sauvegarde du patrimoine? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Il y en a peut-être qui sont sincères. Moi, j'ai rencontré, je pense qu'il y a des collectionneurs qui sont sincères, mais ils sont peu. Mais la plupart, quand même, ont une relation. Et là, il y a quand même quelque chose, pour en avoir rencontré un certain nombre, avoir lu leurs témoins. Les collectionneurs ont une relation un peu addictive avec les objets. Ils sont, on ne va pas dire pathologiques, mais il faut qu'ils accumulent, et qu'ils enferment ces objets. Il faut il y a une relation très particulière des collectionneurs. Donc tu l'as évoqué, l'UNESCO a essayé de réguler ce marché, ce trafic, avec une convention qui a été établie en 1970. Oui. La France a mis 27 ans avant de ratifier ce texte, en 1997, et même encore presque 25 ans plus tard, on a l'impression que rien n'a changé. Est-ce que tu peux peut-être rappeler ce que voulait ce texte, que disait ce texte, et puis finalement le peu d'impact qu'il a eu dans les principaux pays. Alors, tu en parles dans le livre, il y a la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, les États-Unis, qui sont les 5 pays où finalement les transactions, les ventes se font. Oui, enfin, la convention était quand même une convention à minima. C'était une convention pour inciter les États à adopter des mesures pour empêcher l'exportation, l'importation et le trafic illicite des biens culturels, avec une définition très large des biens culturels. Mais c'était avant tout des négociations d'État à État.
non rétroactive. Non rétroactive, avec des négociations se passant entre les États, et ces objets devaient être répertoriés, photographiés, donc c'était des objets qui avaient été pillés dans des musées, et pas par exemple des objets archéologiques qui ne sont pas photographiés, n'étaient pas concernés. Mais bon, de toute façon, elle n'a pas été appliquée, cette convention. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 140 États qui ont fini par la signer, mais elle reste vraiment très très symbolique. Alors juste pour montrer un peu, pour reprendre l'exemple de la France, dans quel... c'est parce que le marché de l'art est très puissant quand même. Je vous parlais tout à l'heure de l'amitié qu'il y a eu entre Jacques Carchage, qui était quand même un grand pilleur reconnu, j'aurais pu citer des passages le concernant, et M. Jacques Chirac, quand même, c'est à la tête de l'État. Donc ça se passe, et ça a engagé la création d'un musée qui a coûté 230 ou 300 millions d'euros. Donc ce n'est pas anodin, ces gens ont quand même un lobby très puissant, quoi. Et donc, la France a mis 27 ans à signer la convention de l'UNESCO. Les premiers pays à l'avoir signé, c'était des pays victimes du pillage, des pays entre guillemets dits exportateurs. Et donc M. Chirac, en 1997, 96, il a commencé à envisager en 97, il a signé en 96, il a signé en 97. Donc on envisage, par rapport aux relations avec les États africains, tout ça, un peu la même chose que le discours de M. Macron, qui en fait accoucher d'une souris, quoi. Monsieur Chirac se retrouve exactement à cette époque-là englué dans un problème de pillage d'objets d'art africains. Parce que pour ses 64 ans, Monsieur de Villepin lui a offert une magnifique statuette en terre cuite provenant du Mali, un objet archéologique de la région de Thial. Donc Monsieur Chirac se fait prendre en photo lors de son anniversaire par un journaliste de Paris Match. Il est à genoux devant l'objet, il en fait la description, l'histoire, le style, le pédigré, enfin pas le pédigré, mais le choc historique, enfin le choc émotionnel, ça, et c'est publié par Paris Match. Et là, l'ICOM venait juste de sortir la liste rouge des objets archéologiques pillés en Afrique de l'Ouest, et il y avait une photo de cet objet. Alors ce sont des objets qui avaient été saisis par la police malienne au nord du Mali, lors d'une opération contre des réseaux de pilleurs. Donc une dizaine de ces objets, de cette catégorie-là, des chevaux en terre cuite très particuliers qui dataient du premier millénaire, ont été pris en photo et mis dans un camion avec d'autres objets, et entre Thial et Bamako, ils ont disparu. Les camions ne sont jamais arrivés. Donc, par contre, ces objets sont réapparus quelque temps après sur le marché de l'art en France, aux États-Unis. Le gouvernement malien a demandé à une galerie d'art de New York que, justement, elle avait les photos et tout, mais la galerie d'art, soutenue par le gouvernement américain, a refusé de lui restituer la statuette en lui disant, mais si vous voulez la récupérer, achetez-la. Et donc c'est une de ces statuettes qui a été offerte par M. de Villepin, qu'il avait acheté dans une galerie parisienne, qui a été offerte à M. Chirac. Et pendant 1 an et demi, M. Chirac a refusé de restituer, alors qu'il allait signer la convention de l'UNESCO, a refusé de restituer cette statuette. Il voulait la déposer, la dernière proposition qu'il avait faite, c'était la déposer dans la région de Corrèze, dont il est originaire. Il envisageait de créer un musée du septennat, et il aurait déposé dans le musée du septennat avec les cadeaux. Voilà. Bon, finalement, il a été obligé, il a rendu au Mali, et elle est exposée aux dernières nouvelles. Alors, je ne sais pas dans quel état est le musée de Bamako aujourd'hui, hein. Je n'y suis pas retourné, mais vu la situation au Mali, je ne sais pas dans quel état il est. Elle était exposée au musée de Bamako avec un petit mot, don de M. Jacques Chirac. Donc voilà l'esprit dans lequel... Il l'aurait sauvé. S'il l'avait gardé, il l'aurait sauvé. Ah ben voilà, s'il l'avait gardé, il l'aurait sauvé. Voilà. Donc c'est vrai que il faut toujours essayer d'aller voir derrière le discours ce qui se passe derrière la bonne foi de ces gens. D'ailleurs, la question de la bonne foi est devenue une question juridique fondamentale, parce que bon, la convention de l'UNESCO, c'était les grandes déclarations de principe. On peut penser que l'intérêt de Jacques Chirac pour les arts premiers, pour la culture japonaise, il est sincère, et il n'a pas de mauvaises intentions à la base, mais c'est finalement ce que ça implique derrière en termes de... Après,
moi-même, enfin, quand je ne veux pas être critique surtout, mais quand je vais par exemple au musée Quai Branly, hein, avant il y avait les fondations de Dapper qui avaient eu cette première approche esthétisante des objets d'art. C'est vrai que je préfère, ça me touche, enfin, je ne sais pas comment dire, hein, c'est vrai que je ressens un choc. Ces objets sont présentés de façon à susciter un intérêt, une émotion, ce qui n'était pas du tout le cas au musée de l'Homme. Peut-être qu'à la limite, je préfère les voir valorisés comme ça. Mais ça me dérange que le peuple africain, les jeunes Africains qui sont concernés par ce patrimoine, ne pourront jamais venir voir ces objets, ne pourront jamais avoir une relation avec leur culture, avec leur patrimoine, parce que déjà, ils n'auront pas les visas, ou alors s'ils survivent aux bateaux qui traversent la Méditerranée, ils vont aller travailler dans les serres d'Andalousie, ils n'auront pas l'occasion, une très petite minorité, de se rendre au musée Quai Branly. Donc, ça me dérange un peu. Mais bon, il y a quand même, voilà, il peut y avoir... je pense vers les gens qui travaillent au musée Quai Branly, des gens sincères, qui s'engagent là-dedans, qui sont vraiment au service de ces objets, et certains collectionneurs aussi. Mais après, ça peut très vite glisser vers autre chose. Il y a ce que je disais, moi j'ai tout un chapitre consacré à la psychologie un peu du collectionneur addictif, qui a été étudié par et il y a quelque chose, voilà, d'un peu irrationnel. Alors qu'en plus après ces gens viennent dire qu'ils sont les sauveurs du patrimoine, ils le croient peut-être, bon il y en a beaucoup qui ne le croient pas je pense. Et ce que je voulais dire, ça rentre aussi dans un cadre juridique, c'est que la convention de l'UNESCO, qui était purement symbolique, a voulu être complétée par une autre convention qui s'appelle la convention Unidroit, et qui là allait beaucoup plus loin. Elle essayait de proposer des réformes des droits, du droit de chaque État, qui protègent, par exemple en France, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, un acheteur est protégé par la notion de bonne foi. Tout acheteur est considéré de bonne foi. Donc il y a une période de prescription qui est très courte, et au-delà de cette période de prescription, même si on prouve que l'objet a été volé, s'il y a un État qui demande, eh ben, l'acheteur sera en situation de bonne foi, et il faudra, s'il y a un procès ou quoi que ce soit qui va très loin, il faudra que l'État indemnise l'acheteur, et l'acheteur n'ira jamais en prison. Par exemple, Alain de Montbrison, dont je cherchais le nom tout à l'heure, le grand galeriste parisien, marchand d'art vers Saint-Germain, a participé personnellement au pillage à grande échelle des objets Gene Geno. Ce monsieur, on lui a saisi quelques objets qui ont été soit restitués au Mali, soit qui se retrouvent dans des musées. Il n'a jamais fait un jour de prison. Il n'y a jamais eu un procès pénal à son encontre. C'est un pilleur, c'est un spéculateur, il a fait... mais bon, il n'y a pas eu de... Donc, la Convention Unidroit voulait changer ça. Et la Convention Unidroit, aujourd'hui, la France n'a toujours pas signé, et aucun État qui accueille le marché ne l'a signé. Elle est restée totalement lettre morte. Parce qu'elle remettait en cause, justement, cette notion de bonne foi, qu'évoquent les collectionneurs et les marchands, en disant, nous, on est de bonne foi. Voilà, on pille, mais on est de bonne foi. Dans ton livre, tu parles beaucoup du mécanisme de marché, d'offres et de demandes qui s'ajustent, et un des effets contre-productifs de ces conventions, c'est que ça crée une forme de stress sur le marché de l'art. Ouais. S'il y a des conventions, il va y avoir de moins en moins d'objets, et la rareté, on parlait du mystère qui fait monter les prix, mais la convention ratifiée en 97 en France, le début de l'explosion des prix, où on est passé de quelques dizaines d'euros à des milliers jusqu'à l'achat de Madame Bettencourt, ça correspond finalement avec l'idée que plus les objets vont être rares, plus ils vont être recherchés, plus des gens vont être prêts à payer, et plus les moyens des particuliers, pour que le Mali puisse contrôler les milliers de kilomètres de frontières qu'ils ont, c'est impossible. Ouais. Mais ça va, voilà. Alors, c'est toute une réflexion sur la puissance du marché et la marchandisation du monde. Donc c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié quand même dans le stade ultime de la botanique de la mort, c'est la transformation en marchandise. L'objet d'art pour devenir une marchandise, l'objet cultuel, archéologique pour devenir une marchandise, le passage obligé, c'est celui d'être consacré objet d'art. Voilà. Et l'objet d'art, aujourd'hui, il y a un marché de l'art, et avec des valeurs, avec une marchandisation de ces objets, on peut être critique, on
peut avoir tout un tas de regards sur le marché de l'art, mais c'est quand même l'art contemporain. Essentiellement, on voit les scandales qu'il y a sur les statues qui sont vendues, qui n'existent pas. C'est quand même essentiellement une question de spéculation. Donc voilà. Et ça va très loin. Par exemple, je parlais de alors c'est pas cet objet, mais le film Les statues Marussi. Bon, c'est un film qui a été réalisé par Chris Marker et Alain Resnais en 1953. C'est un court-métrage en noir et blanc, avec un discours très puissant et anticolonialiste, avec un discours très très virulent, qui a été censuré immédiatement. Le gouvernement français, la commission de la censure du ministère de la Culture l'a interdit de diffusion. L'ORTF ne l'a jamais projeté, et il a fallu attendre 14, 15 ou 20 ans pour avoir une version censurée qui circule dans les cinémas. Et la première fois que ce film a été diffusé sur une télévision française, c'était en 1996 par Arte. Donc, voilà. Donc pamphlet anticolonialiste, film censuré, et Alain Resnais et Chris Marker ont quand même collaboré avec et il y a un troisième réalisateur que j'oublie toujours, qui était le... Voilà, c'est coquet. Ce film donc a une place très importante pour la dénonciation du pillage, mais ils ont collaboré avec un galeriste, un marchand d'art qui s'appelait Charles Raton. Et c'est Charles Raton qui a prêté une partie de ces objets. Cet objet, par exemple, appartient aux descendants de Charles Raton. C'était des collections privées particulières. Et oui, ils étaient en Occident, donc forcément, c'était pas dans les villages qu'ils allaient prêter les objets. Et ces objets, aujourd'hui, il y en a un, alors je ne sais plus, je crois qu'il vient d'Angola, je ne sais plus. Il est passé il y a quelque temps dans une vente aux enchères, et dans son pédigré, qu'est-ce qu'il est apparu? Eh bien, cet objet a été filmé dans les statues Marussi, et ça lui a fait prendre de la valeur. Il a été vendu 3 fois son prix. Même le film anticolonialiste, finalement, participe à la publicité. André Breton aussi, André Breton a eu un rôle très ambigu. Voilà, c'est pareil. André Breton s'est battu. Autant les Apollinaire, Picasso avaient un regard purement esthétique. Il y a André Breton et les surréalistes ont eu un discours politique anticolonialiste. Ils se sont, par exemple, en 1931, ils ont manifesté, ils se sont opposés à la grande exposition coloniale du bois de Vincennes. Et ils ont fait une contre-exposition. Ils ont fait des textes hyper virulents, mais André Breton était un grand collectionneur d'art africain. Et il a profité avec Paul Éluard de l'exposition coloniale pour vendre une centaine d'objets et se faire de l'argent à ce moment-là. Donc André Breton, tel qu'il est aujourd'hui, avec son passé de surréaliste, avec tout ce qu'il a apporté quand même à la culture française, dans le marché de l'art africain, André Breton n'existe plus qu'en tant que pédigré. Parce que c'était un collectionneur d'art, et des objets qui ont appartenu à André Breton ont aujourd'hui une valeur phénoménale. Tristan Tzara, c'est la même chose. Le père du dadaïsme a été un très très grand collectionneur d'objets d'art africains, et aujourd'hui, dans une vente aux enchères, le commissaire-priseur citera Tristan Tzara, Jacques Kershach, Helena Rubinstein, les statues Marussi. Chaque fois qu'un objet sera passé dans une expo où a été une photo de cet objet aura été publiée, ça lui donne de la valeur, ça participe à son pédigré. Donc on est très loin, on est vraiment dans une marchandisation à l'extrême. Et ça va encore plus loin, avec un monsieur qui s'appelle Armand. Je ne sais pas si vous connaissez Armand, il fait partie de l'histoire de France, c'est un collectionneur, un artiste contemporain franco-américain, qui était le roi de l'accumulation. Il a été, je ne sais pas combien de fois, médaillé, décoré par les autorités. Voilà, c'était vraiment, de son vivant, c'était le monsieur art contemporain en France. Donc ce monsieur Armand était un grand collectionneur d'art africain, un grand pilleur d'art africain, puisqu'il le faisait en toute conscience, je pense. Et notamment, ce que je raconte dans mon livre, c'est que j'ai été très déçu, parce que quand Arte a présenté le film Les statues Marussi, en 1996, c'était des soirées thématiques.
Donc il y avait un film, et en deuxième partie de la soirée, il y avait des films documentaires qui venaient. Et moi, j'avais, avec un ami réalisateur burkinabé, on avait présenté un projet sur le pillage, qui a jamais été, on n'a jamais eu de réponse d'Arte. Mais par contre, Arte, pendant 1h30, après les statuts Marossi, a donné la parole à Armand. Avec un cynisme, je ne vais pas en parler plus de ça, mais juste un exemple. Armand, par exemple, a accumulé les œuvres archéologiques Sokoto. À un moment donné, sur le marché, il avait énormément d'argent, il achetait tout ce qui passait en vente aux enchères, les objets Sokoto, les reliques Arcota, les objets de... je ne sais plus d'où, du Congo. Donc voilà, il focalisait là-dessus, et après, qu'est-ce qu'il faisait? Moi, je l'ai vu, hein. Et là, je crois que c'était à Marseille qu'il avait fait une expo, ou à Paris, je ne sais plus, mais ça a tourné. Il faudrait quand même, enfin, je ne sais pas si je vais retrouver, enfin bon, peu importe, parce qu'il donnait un nom et tout ça. Et en fait, ces objets étaient présentés dans un cadre. Alors, il y avait 30 objets Sokoto, accumulés comme ça, parce que Armand, c'est ça, il accumule. Et ces objets n'étaient plus des objets Sokoto, mais c'était une œuvre Armand. Et Armand signé au bas, c'était de l'Armand. C'était plus des objets Sokoto, objets archéologiques ou des reliques Arcota qui avaient un jour accompagné les morts, c'était du Armand. Et ça se vend aujourd'hui en tant que Armand. Voilà, ça c'est un peu. C'est pas que les objets d'art, on peut se poser des questions aussi sur le marché de l'art, le marché de l'art contemporain, escroquerie, pas escroquerie, une société qui aujourd'hui a ce type. L'art, est-ce que c'est uniquement marchand? Enfin, ça pose un certain nombre de questions existentielles quand même sur la raison d'être d'une civilisation. Donc, le discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, c'était le 28 novembre 2017, et dans la foulée, il a commandé un rapport à deux chercheurs, à Bénédicte Savoie, qui est professeur d'histoire de l'art à l'université de Berlin, et à Felwine Sarr, qui est lui professeur d'économie à l'université Gaston Berger au Sénégal. Et un an après, a été publié donc sous forme de livre le résultat de ce rapport, qui s'appelle « Restituer le patrimoine africain », où il y a notamment au milieu des illustrations d'œuvres représentatives, voilà, symboliques, que des pays réclament parce qu'ils estiment faire partie de leur histoire. Le rapport, il évoque aussi beaucoup le désarroi de la jeunesse africaine, qui finalement est coupée de son histoire, de sa mémoire, et pour eux, il est hors de question de pouvoir venir au musée parce qu'ils n'ont pas de visa et l'entrée est payante, etc. Donc, est-ce que, je ne sais pas, par rapport à ce rapport, est-ce que tu as pu ou non le lire? Comment Oui, je l'ai lu, évidemment. J'ai interviewé Bénédicte Savoie. Felwine Sarr s'est complètement retiré. Non. Parce que, bon, ils ont fait un énorme travail, un magnifique travail. Et notamment de définition. Ouais. Alors, ils disent littéralement, restituer signifie rendre un bien à son propriétaire légitime. Ce terme rappelle que l'appropriation et la jouissance du bien que l'on restitue reposent sur un acte moralement répréhensible, vol, pillage, spoliation, ruse, consentement forcé, qui délégitime la propriété dont on se prévaut et la rend indue, sinon inquiète. Donc finalement, derrière les 26 objets, qui ne sont pas grand-chose, il y a cette dimension symbolique de reconnaître finalement que... Et sauf que Macron, dans son discours, disait « Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient remplies pour qu'une partie du patrimoine africain soit restituée définitivement ou temporairement ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, temporairement. Bon, dans 5 ans. Ces 5 ans vont bientôt être écoulés. Le patrimoine africain ne peut pas être prisonnier de musées européens. Voilà. Aujourd'hui, pratiquement. Alors, il y a eu ce rapport extraordinaire qui a été commandé. Et eux, ils se sont donnés à fond. Pendant 1 an et demi, ils ont sillonné l'Afrique, la France s'est rencontrée, je sais plus. Il est disponible à la bibliothèque de Pujol. Hein. Et ils ont fait un travail absolument remarquable. Mais leur conclusion va, pour M. Macron, et puis le ministère de la Culture de l'époque et celui d'aujourd'hui, c'est inadmissible, ça va trop loin. Donc le rapport a été complètement passé aux oubliettes, n'a servi absolument à rien. Et je pense que c'était voulu aussi, voilà, il fallait, comme ça se passe à d'autres occasions, peut-être sur l'Algérie aussi, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des effets d'annonce, de communication, et derrière, il n'y a pas grand-chose. C'est purement de la communication, de la diplomatie, de l'opportunisme. Mais en tout cas, ce rapport magnifique
qui dénonce ce qui s'est passé durant la colonisation, durant les expéditions, l'extrême désinhibition qui a abouti à des accumulations d'objets de la part des musées, des particuliers en France et ailleurs. Voilà. Et lui, ils ont fait un inventaire de tous les objets qui sont en France. Ils ont rencontré les conservateurs des musées africains et dans quel état sont les musées africains. Il y a quand même des musées qui se battent aujourd'hui, qui émergent. Il y a le musée des civilisations noires à Dakar, il y en a au Nigeria, au Bénin, il y en a un qui est en construction. Alors, le paradoxe de celui qui va être fait au Bénin, c'est que c'est dans un ancien fort portugais que le musée va être aménagé. Non, c'est un des musées. Parce que le musée qui va normalement, au final, accueillir les objets restitués, c'est dans la cité royale d'Abomey, où il y a encore les vestiges et des palais qui datent de plusieurs siècles. Je mal comprendre. Combien d'objets comparant 26, c'est tout. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est moi j'ai été au Bénin, j'ai rencontré beaucoup de monde là-bas, les responsables. Les Béninois n'ont à aucun moment été consultés pour établir la liste de ces objets. Tout à l'heure tu montrais la photo, il y a le dieu Gou. Alors, le dieu Gou qui est absolument... Alors, je vous parlais du vaudou. Le vaudou, bon, c'est vraiment une culture très très complexe. Et voilà, il y a des objets qui ont une importance très très forte, et notamment le dieu Gou, que vous pouvez voir donc aujourd'hui au Louvre, dans l'antenne du musée Quai Branly. C'est le pavillon des objets primitifs. Voilà, c'est le dieu Gou. Et donc l'État béninois, les Béninois réclamaient la restitution de ce qui a été saisi lors de la conquête du général Dodds, et un refus total catégorique à tous les niveaux. Donc déjà, et la liste, il réclamait aussi, parce qu'il y avait une armée d'Amazones qui a défendu le roi Béanzin, donc ce qui restait, les armes des Amazones, refus catégorique. Donc c'est l'État français qui a décidé quels objets, avec le Quai Branly, le conservateur de l'époque du Quai Branly, qui ont établi cette liste. Donc aujourd'hui, ce qui a été restitué, qui va être restitué, ce sont ces 26 objets qui sont encore aujourd'hui au musée Quai Branly. Il y a eu un sabre ayant appartenu à El Hadj Omar, qui était un résistant entre guillemets, donc qui s'est battu contre l'armée française à la fin du 19e siècle, qui a été tué. On a saisi son sabre, et son sabre, c'est pas du tout un objet d'art africain, c'est un sabre qui vient de l'armée française, qui avait été saisi. Voilà. Donc il a été restitué par le Premier ministre français au musée de Dakar. Et il y a un élément de la couronne de la reine de Madagascar, une reine malgache, qui a été restituée, c'est tout, et ça ira pas plus loin. Parce que, alors, ce qui se passe, c'est qu'il y avait dans le rapport Felwinsar et Bénédicte Savoie, eux, ils réclamaient, parce que tous ces objets aujourd'hui qui sont dans les musées sont défendus par le Code du patrimoine. Et le Code du patrimoine, tout objet participant à des collections publiques sont déclarés imprescriptibles, inaliénables, et je ne sais plus quoi. Bon, en tout cas, il est impossible de les faire sortir des collections. Et là, alors il y avait eu le cas avec les restes de la Vénus Hottentote, il y avait eu le cas avec des têtes maoris qui ont été restituées à la Nouvelle-Zélande, et chaque fois, il faut que le Parlement se réunisse, que les députés, que les sénateurs parlent pendant des heures pour, au final, adopter une loi une loi d'exception pour que ces objets sortent du patrimoine, une loi dérogatoire pour que ces objets sortent du patrimoine et puissent être expédiés, rendus au peuple, aux États qui les réclament. Ça prend beaucoup de temps, c'est l'objet de conflits, de débats qui n'en finissent plus. Et d'ailleurs... Actuellement, ce qui est presque systématiquement rendu quand la demande est faite, c'est quand il y a des restes humains. Voilà, mais même, non, la Nouvelle-Zélande, mais même les têtes maoris, ça a été des débats pendant des mois et des mois. Les conservateurs, ils ont fini par le... Chaque fois, certains conservateurs, un des plus virulents, c'était l'ancien conservateur du musée Quai Branly, qui est parti aujourd'hui à la retraite. Il y a un conservateur du musée de Tervuren en Belgique qui est rentré, qui s'est aussi imposé dans le débat en France. Ils disent il faut surtout pas ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'autrement, après, tous les musées vont être vidés de leurs objets, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, voilà. Et en tout cas, concrètement, aujourd'hui, la déclaration qui passait pour être une montagne, qui allait révolutionner les rapports entre la France et l'Afrique, a accouché de cette souris.
Et il n'y en aura pas d'autres. Roselyne Bachelot a sonné la fin du match en enlevant carrément, lors de la dernière loi votée dérogatoire, le terme restitution par le terme retour. Voilà. Il n'est plus question de repentance ni quoi que ce soit, c'est un retour pour établir de nouvelles relations culturelles entre la France et l'Afrique. Et elle a bien spécifié, et ça a été repris par le président, il n'y aura pas d'autre restitution. Voilà. Donc ça en reste là. Le je veux de Macron était un vœu pieux. Alors, avant qu'on passe aux réactions, aux questions du public, moi je voudrais une dernière remarque, une dernière question pour te citer. Tu dis « L'histoire est façonnée par les vainqueurs et la spoliation sous contrainte se transforme en supposé consentement ». Et le fait que ton livre il soit édité par les éditions Agone, qui finalement est l'éditeur, c'est peut-être un grand mot, mais légendaire de l'histoire populaire de Howard Zinn, qui est l'homme qui a dit tant que l'histoire sera racontée par les chasseurs et pas par les lapins, eh bien elle ira toujours dans le même sens. Alors, il y a cette idée de le fait de qui décide, qui met en récit. C'est Patrick Boucheron qui dit tout pouvoir est d'abord un pouvoir de mise en récit. Et l'idée que finalement ces objets, ils sont morts, tu l'as dit plusieurs fois, ils sont devenus objets d'art, marchandises. On a dépossédé ces peuples de leurs objets, de leur capacité d'en parler. Et donc, je ne sais pas comment toi tu te positionnes dans le fait que, ne serait-ce que dans le titre, dire le pillage des objets d'art, déjà c'est considéré, voilà, les objets, ce ne sont plus des objets rituels, ce ne sont plus des objets du quotidien, ils sont entrés dans finalement l'histoire occidentale. Oui. Après, aujourd'hui, tu vas savoir comment on pourrait faire pour arrêter, pour essayer de revenir à un équilibre, pour arrêter ça, quoi, c'est très compliqué. En plus, il y a eu les années 70 où il y avait quand même un débat politique au niveau anticolonialiste et qui était repris par l'UNESCO, notamment Amadou Matarembo, qui a été le dirigeant de l'UNESCO, avait écrit un texte très virulent par rapport à ça, mais on était dans le politique. Il réclamait le retour du patrimoine essentiel pour les peuples, que ce patrimoine était absolument indispensable pour que les peuples se forgent une opinion d'eux-mêmes et se forgent une propre politique indépendante. Il n'a pas été entendu. Mais à cette époque-là, il y avait quand même un discours politique. Il y avait des militants en Afrique ici qui se battaient là-dessus. Il y a le film qui en témoigne, les statues Marossi. Aujourd'hui, on a plus glissé vers un discours. C'est un peu le reproche que je ferais à Felwine-Sarr et Bénédicte Savoy. On bascule plus dans le droit. Les questions de droit, le combat se situe plus au niveau du droit. Et le politique est un peu oublié. Après, moi, dans tous mes voyages en Afrique, Burkina et dernièrement au Bénin, au Mali, ailleurs, j'ai toujours rencontré des individus qui étaient très engagés, qui étaient remarquables, et qui étaient, il y a eu le président Konaré au Mali, il y a eu Sommet qui dirigeait le musée de Bamako, qui était impliqué personnellement là-dedans, qui avait un discours politique, et toujours il y a des individus, c'est des avocats, des professeurs, un journaliste au Burkina Faso qui lui-même initié, qui fait partie des initiés de la Société des Masques et qui se bat contre ce pillage, mais qui a peu de moyens. Il y a beaucoup de gens qui se battent, mais au niveau des États, il y a beaucoup de pesanteur et ça a du mal à se mettre en place. Au Bénin, ces objets vont revenir, mais la question se pose, qu'est-ce que l'État va en faire? C'est un État corrompu, répressif, Talon n'est pas quelqu'un voilà, il est dans la même lignée que certains autres, mais lui, il envisageait de transformer le Bénin en un parc touristique, pour faire venir les touristes, et c'était uniquement dans ce sens-là qu'il envisageait le retour. Et à Abomey, c'était tout basé sur l'attrait touristique. Et les plages qui sont aujourd'hui encore des plages, il envisageait de bétonner tout ça. Voilà, c'était le projet. Il y a des gens là-bas qui se battent pour un autre projet.
pour... moi j'ai rencontré un archéologue qui sillonne... ils sont tous ancrés dans leur société et qui sillonne le Bénin pour sauvegarder les témoignages des anciens. Il les enregistre, il va leur... Enfin voilà, il y a plein d'actes comme ça qui se passent, mais qui aujourd'hui sont peu de choses par rapport à... C'est des actes individuels, mais qui laisseront des traces. Bon, moi en tout cas dans le livre, je restitue leur combat, et qui laisseront des traces et qui ouvriront peut-être, j'espère un jour, la porte à autre chose, quoi. Alors, est-ce que vous avez des remarques et des questions complémentaires sur ce qui a été dit ou pas dit? Demander des précisions à Philippe. Ben, c'est un peu désespérant, hein, parce que c'est comme le climat, c'est comme c'est une espèce de merchandising. Le paradoxe, c'est vraiment l'effet sur les prix, c'est que dès qu'il y a des restrictions, ça fait monter les prix, et finalement ça alimente le... C'est pas bon. De nouveau, il y a des combats individuels, mais il n'y a pas vraiment de solution politique en ce moment envisageable. C'est ça le problème. Mais surtout, ces régions-là d'Afrique sont confrontées à d'autres problèmes beaucoup plus urgents. Le Mali, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la question des objets d'art soit une priorité pour le gouvernement malien. Voilà, il y a ça aussi. La situation s'est totalement dégradée à tous les niveaux. Au niveau maladie aussi. Donc, alors oui, désespérant, non, parce qu'il y a quand même... moi, chaque fois, toutes ces personnes qui, aujourd'hui même, le travail de Felwine Sarr et sa voix est quand même quelque chose qui marque et qui restera. Donc, c'est pas perdu, quoi. C'est pas perdu, mais c'est pas... C'est pas gagné. Mais il faudrait en tout cas que les Africains, les jeunes Africains, les nouvelles générations aient accès à ce patrimoine. Il y a un raisonnement original qui est offert par Arnaud Bertina dans ce tout petit livre qui s'appelle « Des lions comme des danseuses », qui imagine que les dirigeants africains disent « Bon, d'accord, vous gardez tous les objets, nous on est des incapables, on n'arrivera jamais à les préserver », avec ironie, ils disent ça bien sûr, mais à condition que tous les habitants de nos pays puissent venir librement dans les musées, que l'entrée soit gratuite, qu'on obtienne des visas, et finalement qu'il y ait une forme de malice qui retourne la situation en disant bon, mais vous qui êtes compétents pour avoir des beaux musées, on veut venir les voir et les visiter. Et qu'on leur fait le voyage. Voilà, ça serait des échanges culturels, c'est peut-être la note positive, des échanges culturels possibles où on puisse inviter ces Africains, et en particulier les jeunes Africains, à venir voir. Même au niveau de l'histoire de l'Afrique, puisqu'il y avait un de nos présidents qui avait dit qu'il y avait l'histoire. Il me semble que les Africains ils se sont emparés de cette histoire et qu'il y a un gros travail ce qu'avait dit, qui est fait par les écrivains africains, par les historiens africains. Oui, la phrase exacte, c'est « l'homme africain n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire », c'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy à Dakar. Voilà. On a supprimé toutes les traces. D'autres questions, remarques? Après, vous parlez que les Africains doivent s'intéresser à leur histoire, mais malheureusement, quand on est dans les pays africains, il y a aussi un problème d'éducation. Il n'y a que ceux qui ont les moyens d'être éduqués qui peuvent s'intéresser. Le peuple, malheureusement, lui, il a autre chose à penser, et l'art africain, les objets africains, il y en a qui ne savent même pas que ça existe et que ça a été piqué. Ils n'en ont pas conscience et on ne leur dit pas parce que de toute façon... Surtout dans les villes, dans les villages, ça existe encore. Hein. Oui, parce qu'il y a encore la tradition orale. Oui, il y a encore ça. Mais dans les villes, franchement... oui, dans les villes, c'est fini. Et même parmi les élites, c'est plutôt pouvoir profiter justement du retour de ces œuvres, et plutôt pécuniairement. C'est même pas du côté historique, et pouvoir assimiler leur propre histoire, en fait, ce qui est dommage. Mais, oui... C'est vrai que... Bon,
il y a aussi la question aujourd'hui, ce qui se passe avec la religion musulmane qui convertit, enfin, par exemple les Dogons sont en grande partie convertis à l'islam. Ouais, ils s'affrontent aujourd'hui avec les Peuls qui ont été travaillés par les djihadistes, enfin voilà, un éternel conflit entre les nomades et les agriculteurs. Mais en tout cas les Dogons, même s'ils sont musulmans en grande partie, ils conservent encore ces cultes, ce que disent, c'était au Burkina, 50% de chrétiens, 50% de musulmans et 100% d'animistes. C'est encore quelque chose qui est très présent. Alors même ça change, c'est vrai que les villes, Ouagadougou, je l'ai connu, c'était presque un village, aujourd'hui ça devient une mégalopole, donc c'est plus du tout la même chose. Il y avait encore cette relation avec les villages, chacun, des copains que j'avais venaient d'un village, ils retournaient au village, donc ils avaient encore ce lien, ils savaient exactement ce que c'était que les masques, les statuettes, bon. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est possible que tout ça ait changé. Il y a aussi ces conflits. Il y a une énorme présence, ce qu'on parle du colonialisme, et moi ce que j'ai pu constater au Mali, au Burkina Faso et au Niger, c'est la présence des mosquées wahhabites. Donc, parce que le djihadisme, c'est pas venu de nulle part. Ça a été travaillé, et dès les années 70, on voyait émerger des mosquées, magnifiques mosquées payées par l'Arabie Saoudite, et les écoles coraniques, où les enfants, quand vous parlez... Bon, c'est vrai que la plupart, ils vont à l'école primaire, mais après, au collège, ils n'y vont plus. Mais là, c'est les écoles coraniques, toute la journée, ils apprennent à réciter le Coran, et après, quand ils sortent de là, les meilleurs, on les envoie dans les écoles pour devenir imam en Jordanie, en Arabie Saoudite, et tout ça. Et ça, voilà, et eux sont particulièrement agressifs, intolérants, les chrétiens aussi, enfin certains chrétiens le sont aussi, mais c'est un nouveau phénomène là qui aujourd'hui rejaillit à l'occasion de la guerre, quoi. Il y a ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui va en rester, c'est difficile à dire. Ces convertis, en fait, ils nient presque tous leur culture ancestrale. En partie. Après, voilà. Et le rapport à l'image, voilà, ouais. Aux représentations. Oui, ils sont dans la survie, essayer de survivre. C'est sûr qu'on se pose moins de questions. Voilà, bon, moi j'espère que ce livre servira aux futurs, écoliers africains ou chercheurs africains pour essayer d'aller plus loin et que ça servira à quelque chose. Pour le moment, ça reste très symbolique. Il y a les Chinois aussi qui sont... Quand je suis allée à Libreville il n'y a pas très longtemps, à Lambaréné, on était loin d'être vertueux. Oui, les Chinois aussi. Et ils se plaignent qu'ils détruisent leurs arbres sacrés, ils détruisent la forêt. Ah oui. Nous, on replante pas. Les plantes des palmiers pour faire de l'huile de palme. Oui, c'est ça, c'est catastrophique. Ouais. Détruisent ils sont pires que nous. Oui, non. Il y a tout ça dans le... Oui. En toute conscience. Et les Russes aussi. Il y a tout le monde. Voilà. Les Turcs qui cherchent à étendre l'influence. C'est l'enjeu, mais alors c'est pas pour les Africains, c'est pour le sous-sol africain. Pour les ressources, pour les ressources. C'est beaucoup le bois. Le bois, les poissons. Les éléphants, parce que la pêche. Le poisson et la pêche. Alors, soi-disant, ils ont des contrôles, mais c'est pareil. Les contrôleurs, on les paye corruption. Non. Après, c'est la violence de cette mondialisation. Et l'Afrique déjà était très fragile. Et, voilà, aujourd'hui, elle est encore plus. Je suis allée au Bénin aussi. J'ai visité un temple vaudou. Je n'ai vu que des pitons. Ah oui, moi aussi. Oui, Ouida. Au niveau A et tout. À Ouida. Rien. Ah si, après, il y a un musée qui a été ouvert à Porto Novo. C'est un ancien collectionneur, un béninois, qui travaillait. Le musée de l'esclavage. Ouais. Pas grand-chose. Ah oui, à Libreville aussi, le musée, il n'y a pas. Non, après, il y a un musée à Porto Novo qui est complètement en état de ruine. Et même à Abomey, vous avez été à la Cité Royale. C'est pareil, le musée. Il y a des vitrines qui sont vides parce que ça a été volé, pillé. Mais bon, après,
Mais j'ai rencontré des gens qui se battent contre ça quand même. Il y a des artistes, il y a un artiste, alors je vous invite, c'est sur mon téléphone, j'ai oublié son nom. Il y en a un que j'ai interviewé, il y en a un autre. Il y a des artistes contemporains béninois qui sont extraordinaires et qui ont un discours. Alors lui, je me souviens pas de son nom. Romuald Azoumé. J'ai vu une expo qu'il fait à Nantes. Là. Et alors contrairement à parce qu'aujourd'hui c'est plus l'art africain, c'est l'art contemporain africain. Certains sont la pure création du marché de l'art, qui a aujourd'hui ouvert un département art africain, art contemporain. Mais il y a des gens qui se battent. Et lui, Romuald, que je ne connais pas, j'en ai interviewé un autre qui est pareil, très virulent contre la défense du patrimoine, de la culture africaine, et qui fait des œuvres. Lui, il a fait une œuvre, il a fait un bateau. C'est une barque qui est magnifique, c'est que des petites statuettes justement. Il s'inspire des petites statuettes qui constituent la barque, et l'océan est symbolisé par une mer de tongs de toutes les couleurs. Ça c'est pour les migrants qui traversent. Et lui, Romuald Azoumé, alors j'essaie de vous trouver les photos. Alors lui se bat contre le pillage des objets vaudous, des tenues vaudous, rituels vaudous. Il en a créé d'ailleurs, et puis il en a récupéré. C'est très très présent les cérémonies vaudou à Porto Novo. Vous l'avez vu? Oui. Voilà. C'est deux blanches. Eh oui. On va dire blanc. C'est-à-dire noir, mais ils nous appellent des blancs. Par contre, on va conseiller de partir, parce qu'après le bois durant 30 c'est tout. On va conseiller de ne pas y rester. Alors Romuald Azoumé. Vous avez des tenues. Alors, lui, il a travaillé parce qu'au Bénin, par exemple, il y a un trafic énorme d'essence. C'est-à-dire les stations-service sont toutes fermées. Il n'y a pas de station-service. C'est sur le bord de la route. Sur le bord de la route, il y a des marchands d'essence. Alors soit dans des bidons, c'est des bidons de 50 litres, soit dans des bouteilles pour les mobilettes. Et tout ça, c'est du trafic. C'est des milliers et des milliers et des milliers de femmes, d'enfants, d'hommes qui traversent la frontière entre le Nigeria et le Bénin pour amener de l'essence. Alors, ils traversent clandestinement ou pas clandestinement, il y a des accidents, il y a des trucs. Moi, sur des vélos, il y a 50 bidons. Et Romuald Azoumé, lui, en tant qu'artiste, c'est pour ça qu'il... Donc, il a pris ces bidons, il a fait une expo, et on dirait il a restitué avec ces bidons des objets d'art africains, comme des masques destinés. Et c'est absolument extraordinaire. Voilà. Ça, c'est les bidons qu'il a mis en scène, détournés, et créé quelque chose. Et lui, il parle de cette culture, et il rend hommage au vaudou, en sortant le côté maléfique du vaudou qui fait peur, en disant comment c'est ancré dans la population, et quelles sont les valeurs portées par le vaudou. Et je trouvais ça extraordinaire. Donc ça, pour moi, c'est un exemple aussi très positif de ce qui se passe un peu partout en Afrique. Au Nigeria, je pense qu'il doit se passer beaucoup de choses aussi. On n'a pas beaucoup d'informations sur le Nigeria. Mais après avoir vu votre livre, il n'y a plus rien à prendre en Afrique. On a tout pillé déjà, non? Moi, j'étais impressionnée, parce que pour être allé plusieurs fois en Afrique, je sais que ça existe. Africain, il n'y a plus grand chose. Si, par exemple au Bénin, il y a l'art vaudou qui attire les convoitises parce que comme c'est encore vivant et qui produisent des objets. Là, il y a ce musée de Strasbourg. Les productions actuelles sont que pour des antiquités. Les productions, il y a beaucoup de faux. Alors ça a été. Mais ce que tu expliques aussi, si l'objet a servi dans une cérémonie, ça fait monter le prix. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils disent tous on n'est pas des pilleurs, mais en fait, un objet ne sera. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'il y a énormément de faux qui circulent, disons, des copies, mais qui sont extraordinaires, qui sont faits par des artistes, qui sont. Vous ne pouvez pas faire la différence entre un faux et un authentique. La seule chose qui va faire frissonner un collectionneur, c'est que l'authentique aura participé à des cérémonies. Il y aura du sang, il y aura une patine d'usage. Alors du sang de poulet ou du sang humain, chez les... Donc, mais voilà, il y aura une patine d'usage. Il y aura une patine d'usage qui fera monter les prix. Mais pourquoi? Au marché à Libreville, un marché artisanal, j'étais allée parce qu'il y a les bijoutiers, je voulais acheter un petit peu de plus. Partout, on proposait des masques, et ce sont des vrais, des sortes de il y a une mise en scène aussi. Ça existe aussi avec les... quand même pas des fortunes, mais bon, jusqu'à quelques centaines d'euros. Mais quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ça.
il pourrait se satisfaire d'une très belle copie, quoi. Mais oui. Mais non, il y a vraiment quelque chose d'irrationnel dans la psychologie du collectionneur. Il lui faut, ça le fait vibrer. Enfin, moi j'ai des témoignages encore, gens comme Emmanuel Pirat ou je sais plus, Armand, tout ça, et Jacques Kershach, on dit par exemple. C'est presque sexuel, enfin, ça le met en transe. Je sais pas, je vais pas vous citer, ouais, il faut arrêter. Mais il y a un côté irrationnel des collectionneurs. Voilà. Donc il y a encore, tant qu'il y aura pas, il y a le sous-sol africain qui va un jour ressurgir. Le sous-sol africain regorge de témoignages des civilisations passées. Et il y en a 1% peut-être qui a été étudié. Donc il y a tout ça, quoi. Alors, oui, donc 3 choses pour conclure. Donc on va passer au temps de la dédicace pour les personnes qui le souhaitent. Donc vous pouvez, auprès de la librairie L'Ivresse, au fond de la salle, si vous le souhaitez, acheter le livre et vous faire noter un mot par Philippe. Deuxième chose, c'est donc à 19h à Sainte-Livrade, au cinéma l'Utopie, le film Les statues meurent aussi. Alors Alexandre, il n'est plus là, mais il s'est donné beaucoup de mal pour avoir le film, il a failli être censuré une nouvelle fois. Et la dernière chose, c'est de remercier Philippe Baquet pour sa présentation et d'être venu à Pujol cet après-midi. Non, c'est pas ma faute. Ah bon? Monsieur, vous me faites un sourire?